Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Je suis votre animateur aujourd'hui. Et je suis l'invitée du jour, ravie d'être là pour parler d'un cétacé assez fascinant. Oui, fascinant et, on peut le dire, assez mystérieux. Aujourd'hui, on se penche sur l'hyperodon boréal. On l'appelle aussi baleine à bec commune. Alors, qui est-il? Et surtout, est-ce qu'on a une chance de le voir dans le golfe de Gascogne? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Pour commencer, peut-être nous le décrire un peu, cet hyperodon boréal. Il ressemble à quoi exactement? Alors, oui, c'est une des plus grandes baleines à bec qu'on trouve dans l'Atlantique Nord. Elle fait partie de la famille des Iphidae, des cétacés connus pour être d'excellents plongeurs. D'accord. Et en taille, ça donne quoi? On est sur du 7 à 9 mètres en moyenne. Les mâles peuvent même atteindre quasiment 10 mètres. Pour le poids, ça peut monter jusqu'à 7 tonnes et demie, quand même. Ah oui, c'est un beau bébé, hein. C'est ça. Et ce qui le distingue vraiment, c'est son front. Très bombé, ce qu'on appelle le melon. Surtout chez les vieux mâles d'ailleurs, il a tendance à devenir un peu plus plat et blanc. Ce fameux melon, j'imagine qu'il a une utilité particulière, non? Surtout dans les profondeurs où il vit. Ah oui, tout à fait. Bon, on étudie encore les détails, mais ce melon, il est sans doute essentiel pour l'écholocation. C'est un peu leur sonar intégré, quoi, pour voir et chasser dans le noir complet des abysses. Logique. Sinon, le corps est assez robuste. La couleur, elle, varie pas mal, hein. Ça va du brun un peu verdâtre au gris foncé, presque chocolat. Le ventre est plus clair et les jeunes, eux, sont plus foncés en général. D'accord. Ah, et un détail intéressant, en principe, seuls les mâles adultes ont deux dents visibles tout à l'avant de la mâchoire du bas. Fascinant. Et alors, où est-ce qu'on trouve cet animal habituellement? Quel est son habitat de prédilection? Alors son territoire, c'est exclusivement l'Atlantique Nord. Et c'est vraiment un spécialiste des eaux très très profondes. On le trouve rarement à moins de 800 mètres et plutôt même au-delà de 1000 mètres. D'accord. Il aime bien les zones de canyons sous-marins, les pentes continentales. Là où le fond plonge vite, quoi. Il y a d'ailleurs deux populations distinctes au Canada et leur situation est assez préoccupante, surtout celle de Nouvelle-Écosse qui est en danger. Un vrai spécialiste des grands fonds froids. Du coup, la question se pose, est-ce qu'on le trouve dans le golfe de Gascogne, qui est quand même plus au sud et moins froid? Oui, alors la réponse est oui, mais il faut tout de suite préciser qu'il est considéré comme un migrateur rare ici. Rare, d'accord. En fait, le golfe de Gascogne, ça correspond à la limite sud de son aire de répartition normale. On l'observe surtout dans la partie sud du golfe, là où c'est très profond, en plus de 1000 mètres, et principalement l'été entre mai et août. Mais cette partie sud, elle a quelque chose de spécial pour lui. Bah oui, c'est là qu'on trouve de grands canyons sous-marins. Je pense aux canyons de Cap-Breton, bien sûr, mais aussi ceux de Santander, Torre-la-Vega. Et ces canyons, c'est un accès direct à sa nourriture préférée, les calmars des profondeurs. C'est son garde-manger, en gros. Je vois. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette zone sud du golfe a été reconnue comme aire marine d'importance pour les mammifères marins, une IMA. IMA, ça veut dire que c'est une zone reconnue comme importante pour ces animaux, hein. Exactement. C'est une reconnaissance internationale de la richesse écologique de cette zone, spécifiquement pour les mammifères marins. Pas seulement l'hyperodon, mais aussi par exemple la baleine à bec de Cuvier, qui elle, pour le coup, est assez commune dans le golfe. D'accord, donc l'hyperodon est bien là, mais il est rare. Pourquoi cette rareté si les canyons lui offrent ce dont il a besoin? Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Comme on disait, c'est la limite sud de son territoire, et il préfère quand même les eaux plus froides, plus au nord. Et puis, il y a son comportement. C'est un animal hyper discret. Ah oui, Il passe le plus clair de son temps en plongée. Et alors là, quelle plongée! On a mesuré des immersions qui vont jusqu'à, tenez-vous bien, 130 minutes. plus de 2 heures, Oui, et à des profondeurs de plus de 2300 mètres. 2300 mètres. C'est juste incroyable pour un mammifère qui respire de l'air. Ça explique sans doute pourquoi on le voit si peu, effectivement. Exactement, la densité de population ici est faible, et avec de telles plongées, même les observateurs réguliers sur les bateaux ont très peu de chances de tomber dessus. C'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, les échouages sur les côtes françaises sont aussi rarissimes. Ah oui, Oui, sur la côte atlantique, on a compté seulement 3 cas entre 1979 et 2009. C'est dire. c'est très peu en effet. Et quand il n'est pas en train de sonder les abysses, on sait comment il vit. Plutôt solitaire, en groupe.
C'est plutôt un animal social. Il vit en petits groupes de 2 à 20 individus, on va dire. Souvent, ces groupes sont séparés par sexe et par âge. Et une chose assez connue, c'est sa curiosité envers les bateaux. Ah, il s'approche. Oui, il peut s'approcher. C'est d'ailleurs un comportement qui lui a coûté cher à l'époque où on le chassait. Pour se nourrir, il cible principalement les calmars des profondeurs, le genre Gonatus surtout. Mais il mange aussi des poissons, des crevettes, des concombres de mer parfois. Et pour trouver tout ça dans le noir, L'écolocation, j'imagine? le fameux melon. C'est ça. Très probablement son sonar biologique super performant. Et pour la reproduction, la longévité? Alors, la reproduction, ça semble se passer au printemps ou en été. La gestation dure à peu près 1 an, et une femelle n'aura qu'un petit tous les 2 ou 3 ans. Donc une reproduction assez lente. Quant à la longévité, on l'estime autour de 35-37 ans. D'accord. Un dernier point peut-être, sa conservation, est-ce qu'il est menacé aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'il a été énormément chassé par le passé, jusque dans les années 70, 1972 pour être précis, date à laquelle il a été protégé. Aujourd'hui, son statut officiel UICN, c'est données insuffisantes. Qu'est-ce que ça veut dire, données insuffisantes? Pas forcément qui va bien. Non, pas du tout. Ça veut surtout dire qu'on manque d'informations fiables pour évaluer précisément son état. Justement, à cause de sa discrétion et de son habitat profond, c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Les estimations pour tout l'Atlantique Nord varient beaucoup, entre 10 000 et 45 000 individus. C'est une fourchette énorme. Oui. Et les menaces actuelles, elles sont bien réelles. On pense surtout à la pollution sonore sous-marine, tout ce qui est exploration pétrolière, gazière, le trafic maritime intense. Le bruit, oui, ça doit être un vrai problème pour un animal qui dépend autant du son. Exactement. Il semble y être particulièrement sensible. Et il y a aussi le risque de collision avec les navires. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, euh, l'Hyperodon boréal, c'est une baleine à bec impressionnante, une championne de la plongée profonde qui vit normalement dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. C'est ça. Sa présence dans le golfe de Gascogne est confirmée, mais elle reste rare, saisonnière et limitée aux très grandes profondeurs du sud du golfe. C'est vraiment la limite de son air. Tout à fait. Et cette rareté s'explique par ses préférences écologiques, le froid, mais aussi et surtout par son comportement hyper discret et ses plongées absolument incroyables. C'est une très bonne synthèse. Et sa présence, même si elle est rare ici, elle montre bien l'importance de ces écosystèmes profonds dans le Golfe. Et oui, les menaces comme le bruit ou les collisions, ça reste des préoccupations importantes pour son avenir. Et ça amène peut-être à une réflexion pour finir. Vu sa sensibilité au bruit, sa préférence pour ces zones profondes, jusqu'ici assez isolées, on peut se demander comment l'augmentation des activités humaines dans ces grands fonds, l'exploration, exploitation, comment tout ça pourrait affecter des espèces aussi discrètes, aussi spécialisées, même quand elles sont juste en marge de leur territoire habituel. C'est une excellente question, et une question essentielle à garder en tête. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.